Alors ça y est, je vous le disais en début d'émission, nous sommes 5 sur le plateau de Golf Plus le Mag, puisque Manuel Biota nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Je vous représente, un président du groupe Blue Green, groupe spécialisé dans la gestion de parcours. Vous avez été nommé en mars dernier. Alors, à l'image d'un Kispelé, qui est le patron du Tour européen, vous venez pas du tout du monde du golf. J'ai un peu épluché le CV. Avant ça, études de commerce, différents postes dans la distribution. Pourquoi Blue Green a fait appel à vous ? Peut-être qu'on cherchait un profil un peu atypique. Bon, avant tout, il faut être passionné de golf quand même. Vous jouez au golf ? Je joue au golf, mais trop peu. Et c'est ce qui a attiré d'ailleurs et ma curiosité de savoir comment des cadras ou des jeunes avaient le temps de jouer au golf quand on a une vie familiale et professionnelle particulièrement dense. Mais ce qui m'a attiré, un des points particuliers quand on est dans un autre secteur, c'est que, il faut être passionné par le secteur d'activité dans lequel on va travailler. 2, il faut avoir un peu de curiosité pour pouvoir s'ouvrir, regarder ce qui se passe. Et puis ensuite, quand on doit donner une orientation à une entreprise, c'est de travailler avec conviction. Donc j'ai d'abord commencé à regarder par curiosité comment l'entreprise. Vous êtes allé un peu partout ? J'ai d'abord été voir dans notre entreprise quelle était la richesse de l'entreprise, où j'y ai découvert beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'initiatives, beaucoup on va dire, d'innovation, mais souvent pas suffisamment soutenu dans le temps, ou en tout cas pas suffisamment développé dans le temps. Donc il y a beaucoup de richesse, beaucoup d'inventivité, mais pas de continuité dans les actions. Vous parliez d'inventivité. Qu'est-ce qui reste à inventer dans le golf ? On a l'impression que tout a été fait. Tout a été fait. La seule chose qu'il faut arriver à réinventer, je dirais, c'est de permettre à toutes les catégories de personnes, toutes les catégories d'âge, de pouvoir venir au golf aussi facilement en fonction de leurs activités, que ce soit de 30 minutes à 4 heures. Et concrètement, on fait comment ? Qu'est-ce que vous faites justement pour faire venir ces gens au golf ? Alors déjà, on a un peu regardé, j'ai regardé ce qui se passait dans le monde du golf. On trouve des choses incroyables puisqu'on voit qu'on a entre 1% de golfeurs en France, par exemple, et on va jusqu'à plus de 10% dans des pays comme la Suède ou l'Europe du Nord. Donc, c'est bien qu'il y ait un sujet intéressant à creuser. En regardant ça, j'ai regardé quelles étaient les qualités et les atouts du golf. Les atouts du golf, il est un sport de plein air. C'est aussi un sport intergénérationnel. C'est le seul sport dans lequel on peut jouer avec quelqu'un qui a de 6 ans, 40 et 99 ans, avec un seul but qui est le drapeau, finalement. Et on peut y jouer chacun à notre rythme. Après, il y a quand même un sujet de temps qui vient contraindre le golf et un sujet de statut qui est resté malgré une forte démocratisation du golf. Et dans les actions que vous menez, on avait reçu il y a quelques semaines Philippe Alain, par exemple, qui nous parlait de son projet Stadium. Vous êtes associé à lui. Racontez-nous, expliquez-nous. Justement, ensuite, je suis allé voir avec mon équipe, on est allé voir ce qui se passait dans on voit les images, là, c'est un programme pour les destiné aux enfants. Exactement, le Stadium est un programme destiné aux enfants de manière à travailler la technique, la coordination et la mémoire. Donc c'est tout un programme ludique et comment amener des enfants de manière ludique à prendre plaisir sur un sport en ne pratiquant pas que le golf dans un premier temps, mais surtout ces sujets de coordination, de motricité, de mémoire. L'idée était de trouver une façon de faire venir la famille et de s'amuser. Et ça, c'est un point important. On est tous amenés à avoir des activités de danse la semaine, des activités de loisirs les week-ends pour les enfants et les adultes. L'idée était de trouver une manière de faire venir la famille, les golfeurs et les non-golfeurs pour venir découvrir le golf et mettre un club entre les mains de différentes populations. Et ça, on peut le trouver dans combien de clubs aujourd'hui Et d'ici quand ? Est-ce que ça existe déjà ? Aujourd'hui, on va lancer 6 golf pilotes sur lesquels on va développer différentes activités. Le stadium notamment, des golfs miniatures en synthétique très qualitatifs qui reprennent parfois des golfs, des trous de certains de nos golfs, de manière aussi à pouvoir jouer, occuper les enfants de manière ludique, leur mettre un club entre les mains, puisque c'est la première sensation qui vous rend passionné, c'est d'avoir un club entre les mains et de pousser la balle. Et puis, et d'en faire justement des activités entre le stadium et le mini-golf, pendant que les actifs, en fin de journée, vous pouvez demain jouer 4-6 trous, et vous amuser tout en pouvant le partager à plusieurs. Vous avez retrouvé le temps de jouer au golf ? J'ai repris le temps pour comprendre, parce que la meilleure façon, c'est d'aller voir ce qui se passe sur vos terrains.
Et ça a été un des axes clés aussi, qui était d'améliorer la qualité de nos parcours aussi, et d'écouter aussi nos clients. Donc on a mis en place un outil de satisfaction client pour savoir un peu comment nos clients voyaient notre golf et quels étaient les axes que l'on pouvait travailler. Alors là, on a parlé de stadium. Il y a d'autres initiatives. Raphaël Jacquelin, notamment, a mis en place Born for Golf. Il était venu nous en parler. Là aussi, c'est un des axes que vous développez. De la même façon, on a travaillé beaucoup la dimension sportive au sein de Blue Green, en notamment accompagnant 2 jeunes espoirs dans un premier temps, pour donner envie à nos jeunes espoirs dans les clubs de continuer de persévérer. Nos 2 jeunes espoirs que l'on suit sont Grégoire Schopp, qui a fait une saison honorable sur le Alps Tour, et puis Céline Boutier, qui a fait une saison exceptionnelle dès sa première année. Donc on accompagne d'abord pour donner l'accompagnement aux jeunes espoirs français, montrer l'exemple et accompagner nos jeunes, et derrière travailler aussi sur nos juniors. Et le Born for Golf Tour est une façon de pouvoir amener les tout petits et les petits à vouloir jouer et persévérer dans le golf. Messieurs, Julien, une réaction, ça va dans le bon sens pour vous? Parce que l'objectif, c'est de faire naître, de faire venir de nouvelles personnes au golf. Pour moi, ça va dans le très bon sens. Je trouve les idées brillantes de Manuel parce qu'on a besoin, en France, de créer quelque chose. On est un peu au point mort sur certains points. Et justement, ce genre d'initiative qu'on pourrait croire, parce que j'ai aussi l'étiquette d'être gestionnaire d'un golf à titre plus privé, concurrente, pas du tout. Moi, je pense que si des grandes enseignes comme Blue Green mettent la main à la pâte et développent des initiatives, c'est bon pour tout le monde. Et je trouve tous ces projets brillants. Les chaînes comme votre groupe sont souvent un peu pointées du doigt. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux sceptiques? Aux sceptiques, déjà, on est le premier créateur de golfeurs et les chaînes de notre type sont des créateurs de golfeurs. On crée près de 7000 golfeurs par an et on présente près de la moitié des cartes vertes en France. Donc, en termes de recrutement et d'initiation, quand on sait que le nombre de golfeurs est stable en France, on sait qu'on crée de la valeur à ce niveau-là. Mais ça ne suffit pas, et ça ne nous suffit pas, non pas pour des questions de rentabilité, puisque participer à ce type de projet sont des investissements lourds pour lesquels notre actionnaire nous suit dans un projet ambitieux, mais c'est simplement de nous assurer une pérennité dans le golf pour que les golfeurs actifs, que les non-golfeurs également, puissent trouver une manière de venir dans les golfs et un peu désacraliser ce sujet un peu soit élitiste, soit fermé, qui rend compliqué l'entrée dans un golf. J'en donne toujours l'expérience, c'est que rentrer dans un accueil de golf est une véritable expérience pour un non-golfeur qui peut être rédhibitoire. Christian, je vous vois rigoler. Oui, parce que c'est vrai, moi je me souviens avoir été jeune golfeur et avoir débuté dans un golf comme celui-ci. Voilà. Et Emmanuel le sait, le problème c'est que voilà, il y a ce côté chronophage, vous avez commencé votre intervention par ça, c'est vrai qu'aujourd'hui il faut tenir compte de ce côté chronophage. On a de gros problèmes, pas qu'en France, dans le monde entier, sur ce golf qui prend trop de temps. La vie aujourd'hui, la vie des actifs ne permet plus d'avoir 4-5 heures pour aller jouer au golf. Voilà. On peut le faire peut-être le week-end, mais en semaine, ce n'est pas possible. Et je trouve que l'avenir va avec cette démarche de cloisonner, de faire 3 trous, de faire 6 trous, puis peut-être de faire un parcours complet en fin de semaine. Typiquement, les actifs et les personnes qui travaillent vont, et c'est toute l'économie du golf qui va en bénéficier, c'est que si je sais que je joue 2 fois par an, je vais prendre ma licence tous les ans et jouer 2 fois par an. Parce que le jour où je veux jouer, j'ai besoin d'avoir ma licence, c'est nécessaire. Mais si je m'aperçois que je peux jouer 3 ou 6 trous 2 fois par semaine, je vais donc avoir un peu plus d'intérêt d'aller prendre un cours. Parce que finalement, moi-même, je me disais, j'apprendrai à jouer au golf et je prendrai des cours plus assidûment quand j'aurai l'occasion de jouer. Finalement, si j'arrive à jouer 2 fois par semaine, 3 ou 4 trous ou 6 trous avec des amis ou avec mes enfants, j'ai plus envie d'aller taper la balle et de mieux la taper. Et de mieux la taper, justement. L'enchaînement est parfait, Manuel Biota, puisque c'est le moment du conseil technique. Quand un Nicolas répond à notre Nicolas. Ça fait un Nicolas au carré. Magnifique, décidément très dans le jeu de mots, Pauline. Non, Nicolas qui souffre d'un problème avec son coup de droit, apparemment ça le gêne, sa position, et qui se plaint aussi de la régularité de son driving. Donc l'autre Nicolas va l'aider. Salut à tous, cette semaine on va regarder le swing de Nicolas qui se plaint d'un manque de régularité au driving.
Alors Nicolas, quand on laisse défiler votre swing à vitesse normale, on va s'apercevoir qu'on a déjà un très bon swing de golf et qu'il y a tous les éléments techniques qui normalement devraient apporter un bon driving. Et pourtant, vous vous plaignez d'un manque de régularité flagrant avec ce club. Et il y a un point technique qui vous déplaît particulièrement, c'est la position de votre coude droit en haut de la montée, que vous trouvez trop décollé. Alors pour être tout à fait honnête, moi cette position du coude droit en haut du swing, elle ne me dérange pas du tout et il y a plein de grands professionnels qui ont réussi à faire des grandes carrières avec ce type de coude droit en haut de la montée. Jack Nicklaus, Bubba Watson peuvent être des bons exemples à ce niveau-là, des bons exemples à citer. Donc cet élément-là, on dira qu'on va essayer de l'améliorer pour vous faire plaisir, un tout petit peu techniquement, visuellement, mais l'idée, ça va être surtout de trouver des exercices qui vont vous permettre de trouver la bonne coordination pour le driving, qui est un club un petit peu particulier. Donc on va essayer de faire d'une pierre deux coups, trouver des exercices qui résolvent ce problème technique et qui, en plus de ça, vont vous donner la bonne sensation, la bonne coordination pour ce club particulier qui est le driver. Les deux exercices d'entraînement que je vais vous recommander, Nicolas, ça va être de taper des balles en pente et en particulier dans celles qui sont spécifiques au driving. La balle au-dessus des pieds et en montée. On va commencer par la balle au-dessus des pieds. Cet exercice, il va nous permettre de développer un plan de swing un tout petit peu plus à plat qui correspond particulièrement bien au driving. Et le bénéfice indirect de cette pente, c'est qu'on va avoir un coude à la montée qui va aussi apparaître un petit peu plus connecté. Plus la balle est au-dessus des pieds, plus le swing est à plat, plus le coude droit se connecte bien au corps ici et non pas vers le haut, ce qui est un petit peu votre plainte du moment. Le deuxième exercice, ça va être de taper avec une balle dans une pente en montée, à savoir le pied gauche au-dessus du pied droit. Et grâce à cette pente, on va développer un angle d'attaque remontant qui va être particulièrement bon pour le driver. On a cité Bubba Watson tout à l'heure. Bubba Watson peut avoir un angle d'attaque jusqu'à +5 au travers de la balle. Donc plus je suis en montée, plus je développe un tel angle d'attaque et plus mon driving est efficace. Si vous n'avez pas de pente sur votre practice, Nicolas, vous pouvez utiliser le bac qui est devant votre tapis sur l'image de votre driving pour simuler des pentes sur le tapis, soit en plaçant le bac sous le tapis, soit en le mettant sous votre pied gauche. Et là, artificiellement, vous aurez un petit peu les mêmes bénéfices qu'en étant directement dans une pente. Ces exercices, ils sont vraiment là pour bonifier votre driving. Il y a vraiment tous les éléments techniques d'un bon driving, c'est juste que ça doit être un tout petit peu décoordonné. Donc là, je parlerai plus d'entraînement que de changement technique. Et en plus de ça, on l'a vu, ils vont aussi vous faire plaisir, ils vont reconnecter un tout petit peu votre coude droit à la montée. Donc répétez-les et vous verrez, votre driving sera de plus en plus efficace. Voilà, n'hésitez pas à envoyer vos questions à l'adresse qui s'est affichée. Manuel Buotta, on le rappelle, un président du groupe Blue Green. On a parlé tout à l'heure de tous vos projets. Là, concrètement, en termes d'échéancier, de calendrier, qu'est-ce qu'on va trouver là, dans les semaines, dans les mois à venir, dans vos parcours, dans vos clubs? Dans les semaines à venir, on va trouver sur 6 de nos golfs, 2 en région parisienne, 2 dans l'ouest et 2 dans le sud-ouest, des practices ludiques avec technologie augmentée, un stadium, un golf miniature, des solutions... Avant la fin de l'année, là? Avant 2020 Commenceront à partir de décembre à Rueil-Malmaison la première installation. En région parisienne, dans les Hauts-de-Seine. Voilà, les 6 golfs sont en cours de construction pour être fin prêt début février et pouvoir commencer à travailler toutes ces activités. Donc, Axel Bétan, vous, là, les prochaines semaines, vous nous avez dit vacances, mais quand même, quand on est caddie, quand on est en vacances, c'est quoi? Il y a un entraînement de caddie? Non, il n'y a pas d'entraînement spécifique de caddie. Et généralement, la saison va recommencer assez tôt, c'est en janvier, mi-janvier. Ça dépend les calendriers, mais on reprend assez vite. Nous, on essaie de passer le maximum de temps avec notre famille parce qu'on la voit moins souvent. C'est pareil pour les joueurs, comme on voyage beaucoup, on les côtoie pas souvent. Alors on l'a dit pendant cette émission, votre femme, Sophie Giquel-Bétan, est joueuse sur le LET, le circuit européen féminin. Vous justement, c'est l'un de vos projets, vous allez essayer de monter un tournoi du LET. Exactement, depuis 11 ans on organise Play 9, l'épreuve du Challenge Tour, et on souhaitait donner aussi une dimension plus féminine et consolider notre expérience d'organisation de tournois que l'on fait avec Groupe Cordon pour travailler une compétition européenne du LED féminine. Et donc on a un projet pour 2018 d'organisation d'une compétition en France. On retrouvera peut-être Sophie Giquel-Bétan, votre épouse, Axel, à Lille. Probablement. Sûrement. On va passer au top 5 maintenant, messieurs. C'est la douceur de fin d'émission. C'est parti, c'est cadeau. Son coup de fer d'attaque de green, là au 11, n'était pas très bonne non plus. Ça, Par contre, c'est dedans. Oui. Oh. Voilà, la ficelle.
du Conquistador. Il me fait rêver à mettre son flotteur comme ça. À la Chichi Rodriguez. Oui, complètement. Dedans. Ah, voilà. Voilà comment on fait 3. Ah, superbe. Ça y est, je vous le disais, on a ensuite une animation incroyable tout au long du week-end. Ça, c'était pour l'Eagle. Et c'est l'Eagle de Tommy Fleetwood. C'est beau. Voilà ce qui a fait hurler le public. Allez, le chip de Paisley. Pas mal de place pour faire travailler cette balle. C'est dedans. Oui, c'est dedans. superbe. Absolument. Quel coup. Le petit chip qui va bien. Oh, le chip du 2 dans le trou, généralement du 8, pardonnez-moi, sur les 9 premiers comme ça, en début de partie, fait toujours du bien. Alors, la fameuse sortie de bunker de Björk, avec ce grain avec. Elle va rouler un petit peu en arrivant sur le green. C'est parfait. Elle peut Elle est même dedans. rentrer. Oh Oui. là 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 là. Elle finit par rentrer. Ça, c'est le bonus. C'était pas attendu, mais ça fait du bien à la carte. Ah, bah, c'est surtout qu'il rejoint la tête. Absolument. C'est le 4e birdie de la journée simplement sur ce trou numéro 9. Eh, mais là, cette sortie de bunker est remarquable. Elle est tombée très tôt et ensuite, comme un pote, elle a roulé jusqu'au trou. Voilà, on approche de la fin de l'émission. On a parlé de The Open dans cette émission. Eh bien, tiens, c'est un vainqueur de The Open qui fête son anniversaire. Lee Trevino, 6 majeurs au compteur. Bon, quelques bougies en plus. Un détail. Voilà, 78, voilà, en passant. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés dans cette émission. Axel Bétan, Manuel Biota. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci aux équipes de Laurent Dôme cette semaine à la réalisation. Merci à Thierry David à la rédaction en chef, Thiago Novaes Diaz à l'édition. Bye bye, à la semaine prochaine. Skies are blue and clouds are white, bright sunny days, dark sacred